sommaire de cette édition, au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées ce dimanche au cours de 2 attaques distinctes dans l'état de Benue. Nouveau drame en Méditerranée, plus d'une cinquantaine de migrants sont morts depuis ce samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe. Et puis en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a lancé en début de week-end à Kasumbalesa les travaux de construction d'un port sec. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. À Madagascar, le chef du gouvernement Olivier Solonandrasana a annoncé ce lundi sa démission. Ce départ du Premier ministre malgache est censé être la première étape vers la nomination à la demande de la Haute Cour constitutionnelle d'un Premier ministre de consensus pour sortir le pays de la crise politique. Depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement à Madagascar. Partie du rejet par l'opposition des nouvelles lois électorales, la crise actuelle a dégénéré en vaste fronde contre le chef de l'État Eri, qui a jusqu'à présent refusé de plier. Le nouveau chef de gouvernement de consensus doit être nommé au plus tard le 12 juin prochain, selon le calendrier fixé par la Haute Cour constitutionnelle. Toujours à Madagascar, le président malgache Eri a refusé de nommer un nouveau Premier ministre, tel que décidé par un arrêt de la Haute Cour constitutionnelle du pays. Le chef de l'État a rejeté les 3 candidats à ce poste présentés par l'opposition. Ce futur Premier ministre, dit de consensus, est censé mettre fin à la crise politique qui secoue Madagascar depuis maintenant plus d'1 mois. La bataille pour le choix du futur Premier ministre de consensus censé mettre fin à la crise politique qui secoue Madagascar s'est engagée samedi avec le refus du président malgache Eri d'accepter les candidats présentés par l'opposition. L'opposition a proposé 3 députés du parti Mapar dirigé par l'ancien président Andry Rajoelina pour être désignés Premier ministre, mais ils ont tous été rejetés par le président Eri. Dans un arrêt rendu il y a 1 semaine, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la nomination d'un nouveau chef du gouvernement dont la composition de l'équipe doit refléter les résultats des élections législatives de 2013. Cette décision suscite un vif débat entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité d'un parlement où de nombreux élus ont changé de camp depuis leur entrée en fonction. Selon une décision rendue vendredi par la plus haute instance judiciaire du pays, l'actuel Premier ministre doit quitter ses fonctions au plus tard mardi prochain et son successeur doit être nommé au plus tard le 12 juin prochain. Dans l'esprit d'un consensus, le parti présidentiel, HVM, estime que le chef de l'État devrait nommer une personnalité politique neutre qui ne vient ni de l'un ni de l'autre camp politique. Le président de la commission de la CEDEAO s'est ce samedi prononcé sur la situation au Togo et apporté des pièces nouvelles. Facilitateur dans la crise qui secoue ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 9 mois, les présidents du Ghana et de la Guinée vont travailler à une nouvelle feuille de route. Déjà, 9 mois se sont écoulés et le Togo n'a toujours pas tourné la page de la crise qui l'agite depuis le temps d'une grossesse. Depuis les dernières assises qui datent de mars 2018, c'est le statu quo. À présent, la CEDEAO relance le débat. Les médiateurs de la crise, que sont les présidents du Ghana et de la Guinée, œuvreront à établir une nouvelle feuille de route. Cette dernière servira de base aux prochaines négociations entre le pouvoir et l'opposition. En effet, des délégations de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont échangé samedi à Lomé. La rencontre s'est tenue avec la coalition de l'opposition et le parti au pouvoir. L'objectif est de préparer les prochaines rencontres. La CEDEAO dit avoir noté l'engagement des 2 parties à travailler et à poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord. Ceci survient après 2 mois de suspension du dialogue. Les échanges se sont déroulés à huis clos dans un grand hôtel de Lomé.
Les délégations de l'opposition et du pouvoir ont été reçues séparément. Les pourparlers achoppent sur la question du retour à la Constitution de 1992, autrement dit, autour de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. La coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat à la présidentielle. Allons à présent au Nigeria où au moins 13 personnes ont été tuées ce dimanche. C'était au cours de 2 attaques distinctes dans l'état de Benue, dans le centre du pays. Les images. Pendant la nuit de samedi à dimanche, au moins 13 personnes ont été tuées dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria au cours de 2 attaques distinctes. Lors de la première de ces attaques, des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs ont fait irruption dans le village de Tidou, dans le district de Kouandé, tuant 7 personnes, dont des femmes et des enfants, et enlevant une femme enceinte. Les assaillants ont également brûlé plusieurs maisons. Dans la même journée de ce dimanche, 6 personnes ont été tuées dans une autre attaque, dans la ville d'Otukpo, toujours dans l'état de Benue, selon plusieurs témoins, et un responsable de l'administration de la ville. Il faut dire que cet état est secoué depuis des décennies par des affrontements entre agriculteurs dits autochtones, essentiellement de confession chrétienne, et éleveurs peuls nomades, majoritairement musulmans. Ce conflit qui a pour pomme de discorde l'eau et la terre s'est en partie aggravé en raison d'une explosion démographique dans le pays. Un survivant tunisien raconte le naufrage au large de la Tunisie d'une embarcation qui transportait des migrants. Dans un bilan encore provisoire, le ministère tunisien de la Défense a indiqué que 47 corps ont été repêchés au large des côtes du gouvernorat de Sfax, dans le sud du pays, et 68 migrants ont pu être secourus. Plus d'une 50aine de migrants sont morts depuis ce samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe. Selon un survivant, le bateau qui faisait environ 9 mètres de long et ne pouvait contenir plus de 70 personnes a coulé à cause d'une infiltration d'eau à l'intérieur. Le bateau avait une capacité de 75 à 90 personnes maximum, mais on était entre 180 et 190 à bord. On pouvait toucher l'eau avec nos mains et de l'eau rentrait dans le bateau. Je ne savais pas jusqu'où l'eau arriverait dans le bateau. De l'eau rentrait dans le bateau. Ceux qui ont pu s'enfuir se sont enfuis. D'autres se sont noyés. On est resté là jusqu'à 5 heures du matin. Puis des pêcheurs sont venus pour nous aider et ensuite l'armée est arrivée. Le ministère de la Défense a indiqué ce dimanche dans un bilan encore provisoire que 47 corps ont été repêchés au large des côtes du gouvernorat de Sfax, dans le sud de la Tunisie, et 68 migrants ont pu être secourus. Pour l'heure, l'identité des personnes décédées n'est pas connue. Toujours selon le ministère, les gardes-côtes et la marine poursuivent leurs recherches avec le soutien d'un avion militaire. Ce journal se poursuit. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a lancé en début de week-end à Kasumbalesa, au sud-est du pays, les travaux de construction d'un port sec. Les travaux qui dureront plus de 36 mois coûteront 300 millions de dollars américains. La première phase de ce projet sera livrée d'ici 3 mois. Le port sec de Kasumbalesa jouera un rôle clé dans la gestion du fret dans la sous-région d'Afrique australe et de l'Est. Il constituera, selon Patient Saïba, directeur général de l'OGEFREM, le prolongement des différents ports maritimes de la sous-région à travers lesquels passe le fret import-export de la République démocratique du Congo. Le port sec de Kasumbalesa sera un véritable hub d'affaires devant servir de trait d'union entre plusieurs communautés économiques régionales et partant renforcer la position stratégique de la République démocratique du Congo. De manière générale, la mise en œuvre de ce projet constituera le gage de stabilité économique, de la fierté nationale, bref, de l'héritage de la vision à long terme pour l'émergence de la République démocratique du Congo, telle que prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le port sec de Kasumbalesa va occasionner la création d'environ 5000 emplois directs et indirects, sans compter les autres avantages sociaux
qui en résulteront. D'une superficie de plus de 62 hectares, ce port sera doté de plusieurs équipements modernes dans le traitement du fret et aura une capacité de stationnement de plus de 1500 camions remorques et de plus de 2500 camions par jour pour dédouanement. Ce port sec disposera également des aires de repos pour les transporteurs. Les travaux qui dureront plus de 36 mois coûteront 300 millions de dollars américains dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant l'OGEFREM, l'État congolais et le groupe sud-africain African Road and Rail. Introduction des OGM au Burkina Faso, les écologistes disent non. Plus d'1 millier de manifestants ont manifesté ce samedi à Ouagadougou, défendant une agriculture saine et indépendante. Reportage. Ils étaient des dizaines de centaines d'écologistes à prendre d'assaut les rues de la capitale burkinabé. En majorité vêtus de rouge et noir, les manifestants ont scandé qu'ils ne voulaient pas d'OGM et demandé que Monsanto s'en aille. Sur certaines banderoles se laissait lire « Stop à toutes ces manipulations génétiques et criminelles. Monsanto, Malaria Target et Bill Gates hors de l'Afrique ». C'était aussi l'occasion pour des dizaines de femmes d'exhiber des paniers de fruits et légumes bio pour soutenir une agriculture saine et indépendante. Nous sommes tous concernés, tous citoyens burkinabés, parce que ça rentre dans l'alimentaire maintenant. Ce n'est plus la question du coton, le commercial, ce n'est plus l'économie. Maintenant, on rentre dans l'alimentation même des Burkinabés à travers le niébé pété que nous consommons énormément au Burkina. Et au-delà de ça, on parle même des moustiques OGM. Donc ça, c'est tout habitant. Même si on n'est pas burkinabé, on habite au Burkina, on sera concerné par la question des moustiques génétiquement modifiés. Nous avons démontré avec des preuves à l'appui que les moustiques génétiquement modifiés va gréver la santé des Burkinabés parce qu'avec le forçage génétique qui va engendrer une modification du génome, l'organisme du moustique qui héberge le palu pourrait héberger des maladies comme l'Ebola, Sida et bien d'autres dont nous n'avons pas de réponse en amont. Nous avons démontré à l'intérieur le vide écologique que cela va créer. Nous avons démontré l'impact social et économique que ces moustiques vont engendrer. Et nous avons proposé des solutions. Et pour nous, les solutions, c'est toujours travailler pour les semences paysannes. Pour nous, la solution, c'est mettre en place une bonne politique d'assainissement. Et c'est à ce bout que nous allons lutter contre le palu. À travers cette marche, les manifestants comptent interpeller les autorités burkinabées sur le danger de l'aventure dans laquelle le Burkina est en train de s'engager. Pour finir, au Nicaragua, la violence se poursuit. Dans la ville de Masaya, près de la capitale Managua, ont eu lieu de nouveaux et violents affrontements entre manifestants et police anti-émeute. Le bilan fait au moins 5 morts selon l'Association du Nicaragua pour la protection des droits de l'homme, ANPDH. Plusieurs morts, des blessés, des arrestations et des dégâts matériels. La violence s'est poursuivie samedi au Nicaragua. Plus d'une centaine d'habitants ont trouvé la mort dans tout le pays depuis la vague de manifestations déclenchée le 18 avril. Ils ne veulent qu'une chose, le départ du président Daniel Ortega au pouvoir depuis 2007. On est attaqué par la police d'Ortega, par des assassins, par des snipers génocidaires. On ne fait que nous défendre de ce régime assassin. Que ce gouvernement quitte le pouvoir et nous donne l'opportunité d'avoir un gouvernement de transition. C'est la seule façon d'avoir la paix au Nicaragua. Sans justice, il n'y aura pas de paix. La contestation populaire est partie au Nicaragua d'une réforme des retraites, mais a vite tourné à un mouvement général de rejet du chef de l'État, accusé de confisquer le pouvoir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.